A space for us. Un espacio para nosotras. Un espace pour nous. Sale homosexuel, je vais te tuer, je vais te poignarder. Les gens comme toi ne méritent pas d'exister. Avec toutes les femmes qu'il y a dehors, tu choisis d'être homosexuel. Les phrases comme ça tous les jours, j'accouche un enfant comme toi. Je vais tuer. Tu es traité comme un sous-homme. Déjà le jour que je suis entré en prison, je suis avec Patricia, on nous a enchaînés. On nous a mis les chaînes aux pieds. On nous a tapé le même soir, enchaîné avec les cadenas. J'ai beaucoup souffert en prison et j'ai fait 2 jours avec ces chaînes. Le 8 février 2021, 2 personnes qui profitaient simplement d'un dîner dans un restaurant de Douala, capitale économique du Cameroun, ont été arrêtés. Des témoins qui ont parlé à la presse ont déclaré qu'il était très anormal pour des personnes nées de sexe masculin de s'habiller comme des femmes en public. Parmi les 2 personnes arrêtées figure une femme transgenre très connue au Cameroun, Shakiro, et son amie Patricia. La nouvelle de leur arrestation s'est répandue comme une traînée de poudre et 3 mois plus tard, le 11 mai de la même année, un tribunal a condamné les 2 femmes qui jusque-là étaient incarcérées à la prison centrale de Newbel à 5 ans de prison et à des amendes de 200 000 francs CFA, soit environ 300 € chacune, pour avoir enfreint à la loi du pays sur l'homosexualité. Cette condamnation n'était que le début des humiliations qu'allait subir Shakiro. Elle a ensuite été déshabillée et battue dans les rues de Douala par une foule en colère qui disait que les coups la rendraient normale à nouveau, quel que soit le sens du mot normal. Mais quelqu'un se bat depuis des années contre cela. Je suis Maître Alice Rikom. Je suis avocat au barreau du Cameroun depuis un peu plus de 50 ans et je suis un défenseur des droits de l'homme. Et la particularité de mon activité d'activiste, c'est que très tôt, j'ai compris qu'il fallait qu'on inclue particulièrement la défense des droits de l'homme des minorités sexuelles au Cameroun. Donc, j'exerce cette activité de défenseur des droits de l'homme, plus particulièrement des droits des minorités sexuelles, dans le cadre d'une association qui s'appelle Association pour la défense de l'homosexualité, en abrégé ADEFHO, parce que l'homosexualité est un délit au Cameroun et est puni dans le code pénal à l'article 347.1 de notre code pénal. Je savais très bien que ADEFHO allait avoir du mal à vivre. Il a fallu qu'à ce niveau-là, j'étudie tout pour pouvoir lancer ce sujet qui était tabou, qui apparemment était infractionnel, c'est-à-dire que c'était un délit, qui heurtait la conscience religieuse des gens, qui me parlent toujours jusqu'à maintenant de Sodome et Gomorrhe, et donc des références à la Bible. Et également, on me disait que c'était quelque chose qui était contraire à la morale africaine, la tradition, la culture africaine, sans qu'on dise ce qui relevait réellement de la coutume. Ce qui relève de la coutume n'est pas ce qui relève du code pénal, de la loi. Or, il fallait replacer le problème de l'homosexualité dans le cadre strictement légal et strictement juridique, quand on analyse l'aspect judiciaire qui les amène au tribunal. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, j'ai dit, OK, puisque c'est comme ça, je vais mettre ça dans le contexte qui est le sien, qui est celui des droits de l'homme. Parce que l'homosexualité, comme toutes les sexualités, constitue le matériel du tissu des droits humains, puisque ça rentre dans la catégorie de la vie privée. Parce qu'il n'y a pas plus privé
que la sexualité de quelqu'un. Donc c'est un sujet qui est très profond. C'est un sujet que les gens disent que ça nous vient des Occidentaux. C'est faux. Les Occidentaux ont condamné l'homosexualité bien avant nous. Quand le Cameroun est devenu indépendant en 1960, le premier code pénal dont il s'est doté en 1965, c'était un code pénal où il n'y avait pas le délit d'homosexualité. Vous ne connaissez pas ça? Parce qu'il y a des rites homosexuels traditionnels. Puis les homosexuels vivaient là, ils n'étaient pas un danger pour le village. Hein. Et les députés étaient tous des villageois, des gens qui venaient de contrées très lointains, qui étaient du terroir. Ils n'ont jamais considéré que l'homosexuel était un danger pour les populations. C'est en 1972 que le président Ahidjo a introduit l'homosexualité par voie d'ordonnance, alors que c'est un secteur qui est réservé à la loi votée par le peuple. Lui, il est venu tout seul introduire l'homosexualité 7 ans après le code pénal. Et pendant ce temps-là, pendant ces 7 ans, les Européens pénalisaient l'homosexualité, hein, qu'ils soient français, allemands, anglais ou tout. Si vous étiez homosexuel à l'époque, vous deviez vous taire ou vous suicider. Je connais Madame Alice Combes depuis que je suis haute comme 3 pommes, c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je lui ai dit, parce que je l'appelle Citalis, Cita, ce qui veut dire grande sœur, hein, c'est le mot que l'on donne au Cameroun aux grandes sœurs, à toutes les personnes que l'on a nées. Et d'ailleurs, elle-même, elle n'aime pas trop qu'on l'appelle Madame Alice Combes ou Maître Combes, elle veut qu'on l'appelle Citalis ou Mamie. Et je lui ai dit, Citalis, je veux être ton berger allemand dans cette défense des droits des homosexuels. Je l'ai vu travailler et nous avions à l'époque, avec l'OFPRA, l'Office français des réfugiés, mis en place un système qui faisait que les Camerounais qui arrivaient sur le territoire français et qui fuyaient les exactions dont ils pouvaient être victimes du fait de leur orientation sexuelle, nous avons mis en place une méthodologie de travail avec l'OFPRA pour que ces personnes, ces jeunes, puissent obtenir une protection de réfugiés sur le fondement de leur orientation sexuelle. Donc, je l'ai vu travailler, animer une association, s'entourer de jeunes, mais surtout ce que j'ai apprécié et ce que j'ai le plus retenu et ce que j'ai le plus perfectionné en moi, c'est l'écoute. L'écoute de ces jeunes qui sont dans une détresse absolue. Et voilà. Et aujourd'hui, j'estime que c'est ça la défense. Et défendre les autres, défendre les plus faibles. Et ça m'honore, ça me grandit. Et je vis pleinement mon métier à travers cette expérience que j'ai acquise auprès de Citalis Combes. Ma famille m'a toujours soutenue, a toujours compris. Et j'avais mon petit-fils à l'époque qui était au collège ici et qui entendait insulter sa grand-mère, menacer sa grand-mère à l'école et qui était très malheureux de ne pas pouvoir leur dire que j'étais sa grand-mère, mais qui n'était pas du tout d'accord avec cette vision qu'ils avaient de malmener les homosexuels, de malmener des jeunes comme lui parce que soupçonné d'être homosexuel, et qui m'achetait tous les journaux qu'il trouvait sur sa route, qui parlaient de ce problème et qui venait me les porter. Mais il a même été au-delà. Mon petit-fils, il avait 16 ans. Il m'a dit, grand-maman, moi je te demande de me laisser ce combat. Quand tu ne seras plus là, je ne dis pas que je ferai aussi bien que toi, mais je vais hériter de ce combat et je vais le continuer. Parce qu'il est juste. C'est beau ça de la part d'un petit-fils de 16 ans. J'ai été souvent menacée. Il y avait des jeunes gens qui me menaçaient, me disaient que je ne dois pas plaider pour les homosexuels. Et les menaces étaient partout. Mon téléphone était bourré de menaces. C'est arrivé souvent. Quand je donnais des conférences au centre culturel sur le sujet, les gens m'attendaient à la sortie. Ils envoyaient des cailloux. Il y a
quelques-uns de mes jeunes protégés qui ont reçu des cailloux, qui ont été blessés. Et voilà, je continue le combat jusqu'à maintenant. J'avoue que les menaces se sont estompées au fur et à mesure que j'explique, comme je le fais, comme vous me donnez l'occasion de le faire là. Les gens comprennent que c'est un combat pour la dignité humaine et qu'on ne doit exclure personne. On ne peut pas me menacer de mort parce que j'ai défendu quelqu'un qui a assassiné quelqu'un qui a violé un enfant, quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui a détourné de l'argent qui appartient à tout un peuple pour soigner ce peuple, pour permettre à ce peuple de jouir du développement que le président de la République leur doit et qu'on s'en prend à des pauvres innocents qui subissent déjà la même chose et qu'on veut aller arrêter, agresser, comme on l'a fait pour ma petite Shakiro, pendant que la Cour l'avait mise en liberté provisoire. Ils sont allés l'agresser physiquement, l'obligeant à se retirer du paysage des citoyens camerounais à ce jour. Je ne peux pas l'accepter. Je continue le combat. Et les personnes LGBT rencontrent des problèmes extrêmement graves. Vous savez, le président de la République prête serment sur la Constitution. Cette Constitution commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et quand un citoyen ordinaire s'arroge le droit d'aller agresser quelqu'un parce qu'il est homosexuel, cette personne viole la Constitution, c'est-à-dire la loi du président de la République. Je suis là avec d'autres acteurs de la société civile pour le rappeler que les homosexuels sont sous la protection de la loi la plus haute, qui est la loi internationale. C'est repris dans la deuxième loi la plus haute, qui est la Constitution, et ça devrait l'être par la loi de M. Kavaï-Yégué de l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait une cohérence dans nos lois et dans le fonctionnement de la justice. Parce qu'elle est là pour tout le monde. Pas pour dire, on va discriminer pour les homosexuels à cause de nos croyances religieuses, de nos traditions, encore que les traditions africaines acceptent le rite homosexuel pour l'initiation des jeunes dans certaines tribus. Lorsque vous arrivez dans un tribunal où ce n'est plus la loi qu'on applique, mais les hautes instructions et la corruption qui ont remplacé la loi, vous comprenez que vous ne pouvez plus travailler. C'est le cas actuellement. La loi a été remplacée par les hautes instructions qui viennent de Yaoundé, comme dans l'affaire Shakiro, ou par la corruption, les enveloppes qui circulent. Et la loi est sortie par la fenêtre. Ça, c'est une grosse difficulté. Je rencontre Maître Liscombe pour la première fois en 2005, alors qu'elle est présidente de plusieurs associations, parmi lesquelles SIDADO. Et SIDADO est une association qui travaille en collaboration avec ONU-SIDA, qui travaille en collaboration avec toutes les autres associations sœurs, avec le même objectif, n'est-ce pas, la lutte effective contre le VIH-Sida. Alors, SIDADO avait pour plan stratégique non seulement de lutter contre le VIH-Sida avec toutes les méthodes qui nous avaient été enseignées et que nous enseignons, mais aussi d'amener les jeunes à comprendre que la vraie lutte contre le VIH-Sida, c'était la conduite et non le condom. Et tout ceci était fait sous le leadership de Maître Liscombe. Alors, cette femme m'a beaucoup marqué et elle continue à me marquer aujourd'hui par sa témérité, par sa bravoure, par son intégrité morale et par sa justice sociale, qui est d'ailleurs l'objet, n'est-ce pas, de sa préoccupation, sa grande mission, qui est axée sur la justice sociale, le droit de l'homme, la lutte contre toutes les formes de discrimination, l'intolérance. Voilà, n'est-ce pas, ce qui me marque de Maître Liscombe, la façon de gérer son action, la façon de se comporter vis-à-vis de l'État du Cameroun, la façon de se comporter vis-à-vis des usagers, la façon d'être, n'est-ce pas, avec la société civile,
la façon de faire, cette attitude, ce comportement de dignité, de noblesse m'a beaucoup intéressé. Et je pense que je ne suis pas le seul parce que le monde entier reconnaît ses mérites, reconnaît, n'est-ce pas, sa bravoure, sa témérité, son intégrité. D'une manière générale, quand je compare ce que j'ai enduré au début, quand il a fallu lancer, eh bien, et à maintenant, je me dis qu'on a quand même fait beaucoup de progrès. On fait beaucoup de progrès. Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations, il y a des gens qui n'ont pas peur de dire que, ou de travailler pour les homosexuels. À l'époque, quand j'ai commencé, je recevais des cailloux partout. Et des menaces de mort. Quand je vois ce chemin-là, je me dis, on évolue. On ira jusqu'à la dépénalisation. L'exemple du Gabon est là pour nous booster. Le Gabon a dépénalisé l'homosexualité. Il n'est pas devenu un pays qui a coulé plus que le Cameroun parce qu'on a dépénalisé l'homosexualité. Au contraire. Alors donc, j'ai bon espoir. Et maintenant, j'ai beaucoup de jeunes qui m'aident à continuer le combat sous un angle pour un autre, pour l'inclusion des homosexuels du Cameroun. Et pas seulement, faire connaître même ce que c'est que le genre, enfin les plusieurs facettes de la sexualité. L'avocate Alice Nkom a été nommée au Forum permanent des personnes d'ascendance africaine par le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, portant ainsi son combat de plus en plus sur une scène mondiale. C'est vrai, c'est un honneur de servir en tant que membre du Forum. C'est un service des plus importants et des plus prestigieux, où moi-même et les autres membres du Forum, nous sommes chargés de fournir des conseils et des recommandations d'experts au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à son Assemblée générale et à d'autres organes des Nations Unies. Nos conseils et nos recommandations visent à relever les défis résultant du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et auxquelles sont confrontées les personnes d'ascendance africaine et qui entravent l'exercice de leurs droits fondamentaux. Vous savez, c'est un honneur de servir la mère de l'humanité, sa descendance. Et nous allons essayer de le faire avec le maximum de sérieux et nous espérons également avec le maximum de réussite et de succès. Je pense il est très important de collaborer avec l'instance permanente à l'élaboration d'un programme d'égalité, de justice et de réparation conformément au programme de développement durable à l'horizon 2030 et à l'engagement de ne laisser personne de côté. Il faut savoir que la personne de descendance africaine a énormément souffert. Elle a connu la traite négrière transatlantique. Elle a connu l'esclavage. Elle a connu les affres du colonialisme et les affres du néocolonialisme. Et ça continue. Il est temps qu'on mette fin à toutes ces souffrances. Il est temps qu'on restitue tous les droits, sans exception, à l'homme, à la personne de descendance africaine et qu'elle puisse en jouir totalement et qu'on ne laisse personne de côté. Voilà mon rêve et j'espère pouvoir le réaliser avant de quitter cette terre.